Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, priorité au direct. Mesdames, Messieurs, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos en continu. Voici le sommaire. Les FAMA ont repoussé ce matin 3 attaques simultanées à Sévaré, Nyono et Bafo. La situation est sous contrôle dans les différents endroits, précisent les FAMA. Dans le même temps, le commandant du théâtre centre du secteur 5 de l'opération Maliko est sur le terrain pour rassurer et encourager les troupes. Reportage et communiqué de l'état-major général des armées dès le début de cette édition. Le médecin lieutenant-colonel Aïssata Kone, directrice du programme national de lutte contre le paludisme, est l'invitée de ce 13h dimanche. Avec elle, il sera question des actions en cours et à venir pour faire face au paludisme qui a tué, tenez-vous bien, 1480 personnes en 2021 au Mali. Et c'est dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme que nous recevons le médecin lieutenant-colonel Aïssata Kone dans cette édition. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale et le journal des sports, ce sera avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette actualité des sports aujourd'hui? 2 disciplines sont au menu de la page sport, le football et le basketball. En football, le Djolbassi a repris la tête de la Ligue 1. 3 affiches sont au programme ce dimanche chez les dames. On parlera aussi des compétitions interclubs de la CAF et l'élection de Idriss Diallo à la tête de la FIFA. En basketball, il y a le championnat national de première division et les playoffs NBA. L'actualité des sports à ne pas manquer donc dans un quart d'heure avec vous, Famourou Djourté. Et Focus Santé qui porte ce dimanche sur des complications de la maladie ulcéreuse. Rendez-vous en fin de journal avec Barakissa Ouattara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Les FAMA ont annoncé ce matin une attaque simultanée à Sévaré, Nyono et Bafo. La situation est sous contrôle dans les différents endroits, précisent les FAMA. Pas de bilan officiel pour l'instant. Nous y reviendrons tout à l'heure dans un communiqué de l'état-major général des armées. Eh bien, dans le même temps, le commandant du théâtre centre du secteur 5 de l'opération Maliko est sur le terrain pour rassurer les troupes. Il s'est rendu notamment dans certains camps et checkpoints du secteur 5 en compagnie du commandant de la zone de défense de Ségou. Un message de félicitations et encouragement des plus hautes autorités aux hommes engagés sur le théâtre des opérations ou encore renforcement des capacités des troupes sont entre autres points saillants de cette visite du colonel Mamadou Massaoulé Samaké. On fait le point depuis Ségou avec Oufousseli Samaké. De Massina à Djabali en passant par Nyono, Alatona et Ségou, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, commandant du théâtre centre de l'opération Maliko, s'est enquéri des situations opérationnelles dans les camps et jackpoints du secteur 5 de l'opération Maliko. L'objectif de cette mission est de neutraliser les groupes armés terroristes et favoriser le retour de l'administration dans le cadre du plan Maliko. Colonel Mamadou Massaoulé Samaké, commandant du théâtre centre de l'opération Maliko. J'ai jugé bon de passer sur le terrain, dans tous les secteurs, par rapport à la mission qu'on nous a confiée, comment les hommes exécutent cette mission et quelles sont les difficultés qui peuvent en trouver dans l'exécution de la mission pour arriver à une atteinte rapide de l'objectif, pour faire taire les armes, pour faire taire les hostilités sur tout le territoire du Mali. Le colonel Samaké a échangé avec ses hommes sur le renforcement des capacités aériennes et terrestres des FAMA, surtout avec l'acquisition des récents aéronefs. Colonel Mamadou Massaoulé Samaké. Depuis la montée en puissance quelque temps, par l'acquisition de matériel, par un engagement sans faille, une détermination sans faille à réduire les pressions exercées sur les gardes, partout où je suis passé, je pense que c'est de très bonnes collaborations avec les chefs administratifs, avec les autorités politiques qui se présentent quelque part, avec comme les chefs d'entreprise, comme ici nous sommes dans le secteur de l'opération RI. Au cours de cette mission, le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko a rencontré les responsables de production agricole de la zone office du Niger de Kouroumari, Ségou,
Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Et comme je vous l'annonçais, ce communiqué de l'état-major général des armées qui vient juste de nous parvenir, eh bien, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont simultanément repoussé 3 attaques complexes terroristes, respectivement au camp Amadou Balobo Maïga de Sévaré, au camp de Bafou et au camp de Nyono. C'était très tôt ce matin, 24 avril 2022, aux environs de 5 heures. Les groupes armés terroristes, dans des actions désespérées, ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs en vue d'attaquer ces emprises. La situation est sous contrôle. Les FAMA sont en train de ratisser dans les secteurs cibles et les dispositifs sécuritaires renforcés dans toutes les entreprises. Les bilans provisoires de ces attaques font état de camp de Sévaré. Côté FAMA, 6 morts, majoritairement dus à l'effondrement du poste de police, 15 blessés. Côté ennemi, 11 morts, dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones récupérés, 4 Motora et beaucoup de matériel militaire récupéré. Camp de Bafo, côté Fama, un blessé et hélicoptère légèrement endommagé. Camp de Nyono, côté Fama, 4 blessés et 2 véhicules endommagés. Ces attaques ou ces actions désespérées des groupes armés n'entameront en rien la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leurs opérations de sécurisation des personnes et des biens, ainsi que le retour de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire. Nous y reviendrons amplement en détail dans nos prochaines publications, précise donc ce communiqué de l'état-major général des armées qui vient donc juste de nous parvenir. La journée internationale de lutte contre le paludisme est célébrée demain, 25 avril. Au Mali, la maladie a tué en 2021 1480 personnes selon le ministère de la Santé et du Développement social. L'édition 2022 est célébrée autour du thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». On en parle avec le médecin lieutenant-colonel Aïssata Kone, directrice du programme national de lutte contre le paludisme. En ligne avec nous, Madame la directrice, bonjour. Bonjour à vous. Alors, 1480 morts de palu en 2021 au Mali, un chiffre inquiétant et qui interpelle également, n'est-ce pas? Okay, merci beaucoup pour la question. Quand nous prenons le norme en termes absolus, ce chiffre paraît inquiétant. Mais si nous le rapportons à une population de plus de 20 millions d'habitants, je dirais qu'elle est raisonnable. Même si nous sommes d'accord qu'un seul cas de décès est beaucoup, mais compte tenu du fait que le paludisme constitue la première cause de mortalité et de morbidité au Mali, avec 34% des motifs de consultation dans nos structures de santé, certes est de savoir que la priorité pour le programme national de lutte contre le paludisme est de diminuer davantage le nombre de cas et de décès dus au palud. Nos actions s'inscrivent prioritairement dans ce sens pour renverser cette tendance. Justement, quelles sont les actions concrètes que vous menez pour faire face à cette maladie, surtout en cette veille d'hivernage? Oui, en cette période d'hivernage, je dois dire d'abord que pourquoi nous avons tous ces moyens, parce que le personnel est formé à tous les niveaux. Les médicaments et les tests de diagnostic rapides aussi sont disponibles. Nous avons même des agents de santé communautaire dans les coins reculés pour prendre en charge par rapport à la prévention et à la prise en charge des cas et de référer des cas graves dans nos structures de santé. Innover. Et je dois dire que oui, seule la population peut nous aider à relever ces défis en amenant vraiment les cas suspects rapidement dans les centres de santé les plus proches et dans les sites des ASC. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Quel message voulez-vous passer à travers ce message de l'édition, ce thème de l'édition 2021? L'innovation, oui, l'OMS a raison parce que le nombre de cas de paludisme est vraiment en croissance. Donc, il s'agit quand même d'inviter les différents chercheurs à poursuivre les recherches et à développer les nouveaux outils dans le domaine de prévention et de traitement. Et d'inviter aussi la population vraiment à utiliser les moustiquaires imprégnés de deuxième génération qui sont plus efficaces que les standards. Et l'État aussi est en train de mettre tous les moyens en œuvre pour qu'on puisse ajouter la vaccination dans notre arsenal thérapeutique et demander aussi aux chercheurs de continuer surtout avec
les molécules par rapport aux nouvelles générations pour qu'on puisse introduire ça. Et surtout les moustiques aussi à revoir. Voilà. Médecin lieutenant-colonel Aïssata Kone, je rappelle que vous êtes directrice du programme national de lutte contre le paludisme. Je vous remercie. Ok, merci à vous. Actualité hors de nos frontières et parlons toujours santé, cette fois-ci en République démocratique du Congo où Ebola a ressurgi dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays. Un premier cas a été recensé face à cette résurgence de la fièvre hémorragique. Les autorités congolaises ont donc engagé des actions de riposte pour éviter la propagation de la maladie. On en parle avec vous, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Malheureusement, la première personne contaminée est finalement décédée. C'est un étudiant de 31 ans qui n'a pas donc survécu de la fièvre hémorragique. Admis au centre de traitement d'Ebola à l'hôpital général de Ouattanga dans la province de l'Équateur, il est finalement décédé selon un communiqué officiel du ministre congolais de la Santé Jean-Jacques Mbungadi. Et la course contre la montre est désormais lancée pour le listage et le suivi de 74 personnes contacts ainsi que la décontamination des formations sanitaires et des ménages. Pour mener ces actions de riposte, les équipes de la division provinciale de la santé sont donc sur le terrain, précise le communiqué du ministre de la Santé. Il y a 2 ans, la même épidémie d'Ebola avait frappé la même agglomération, faisant 55 morts parmi les 119 cas confirmés. La République démocratique du Congo est donc considérée comme le berceau d'Ebola, un virus découvert sur son territoire en 1974. Depuis, le pays a connu 13 épidémies de la fièvre hémorragique, mais la 10e, qui a duré 2 ans, fut la plus grande et la plus mortelle. Au moment où c'est terminé, l'OMS avait recensé 3481 cas confirmés, dont près de 3000 décès et plus de 1000 survivants. Je rappelle qu'Ebola est une maladie grave qui se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite par la transmission interhumaine à travers des liquides biologiques tels que salive, urine, vomissure et sang selon l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup Bourama Traoré pour toutes ces explications. Non loin de chez nous en Guinée, la libération de l'ancien président Alpha Condé renversé le 5 septembre dernier fait débat. Cette libération intervient à moins de 72 heures du délai imposé par la CEDEAO aux autorités guinéennes pour produire un calendrier consensuel pour la restitution du pouvoir aux civils. Fousseini Tounkara, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors comment comprendre justement cette libération ? Alors, elle fait débat, comme vous l'avez dit, Ibrahim Traoré. Cette décision pose question au sein de la société civile entre ceux qui l'approuvent et ceux qui la condamnent. D'aucuns considèrent cette décision du pouvoir en place comme une manœuvre pour permettre à Alpha Condé, 84 ans, d'échapper à la justice. Par exemple, Alseni Fall, porte-parole de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, a laissé entendre que le premier travail du CNRD devrait être la soumission du dossier Alpha Condé à la justice, qui est la seule habilité, selon lui, de décider des droits et des libertés des citoyens. Il a aussi souligné qu'il y avait déjà des plaintes contre l'ancien président et certains de ses collaborateurs pour les cas de violation des droits de l'homme. Cette libération intervient, vous l'avez dit aussi, à moins de 72 heures de la date fatidique du 25 avril, délai de rigueur imposé par la CEDEAO aux nouvelles autorités guinéennes pour produire un calendrier consensuel pour la restitution du pouvoir aux civils. Pour d'autres, cet ultimatum de la CEDEAO a peut-être contribué à la libération de l'ancien président. Une thèse réfutée par Sékou Kounduno, responsable de la stratégie de planification du FNDC. Cet activiste de la société civile demande au pouvoir en place de ne pas confondre un régime de transition à un régime issu des urnes. Il faut le dialogue et la concertation entre l'ensemble des forces vives de la nation, poursuit-il. Le RPG, l'ex-parti au pouvoir, qui avait fait de la libération d'Alpha Condé l'une de ses exigences majeures avant de prendre part aux assises nationales et aux concertations politiques, attend bien sûr l'effectivité de cette libération pour réagir, a dit l'un de ses responsables. Donc il faut le préciser, cette liberté de l'ancien président Alpha Condé n'est pas encore totale. Il peut recevoir qui le veut, mais dans un cadre restreint jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Fousseini Tounkara. Au Burkina Faso, en plus bref, les membres du mouvement Burkina-Russie n'ont pas pu manifester hier samedi à Ouagadougou. Le mouvement avait lancé un appel à la mobilisation place de la nation pour soutenir les forces armées nationales et inviter les autorités à se tourner vers la Russie pour un partenariat dans le but de mieux lutter contre le terrorisme au Burkina Faso.
Au Nigeria également, en plus bref, au moins 80 morts, c'est le bilan d'une explosion qui a eu lieu vendredi dernier dans une raffinerie de pétrole illégal dans l'état de Rivers. C'est dans le sud du pays. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche un responsable local de l'Agence nationale de gestion des urgences, précisant que le bilan pourrait encore s'alourdir. Et puis, le géant américain de l'information Google a choisi Nairobi, capitale kenyane, pour installer son tout premier centre de développement sur le continent. Google arrive avec un portefeuille d'investissement de près d'1 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années et projette d'offrir de nombreuses opportunités d'emploi aux ingénieurs et chercheurs du domaine des technologies. Le Sahara occidental dans l'actualité et ce revirement de l'Espagne jugé inacceptable par le président algérien. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a qualifié hier samedi, le revirement de l'Espagne en faveur de la position marocaine sur la délicate question du Sahara occidental, d'inacceptable moralement et historiquement. Le revirement de l'Espagne en faveur de la position marocaine sur le Sahara occidental est inacceptable moralement et historiquement, a déclaré le président algérien Abdelmajid Tebboune. Dans une interview à des médias nationaux, il a dénoncé l'annonce le 18 mars par le gouvernement espagnol de son soutien à un plan d'autonomie marocain en rupture avec la position traditionnelle de neutralité de l'ancienne puissance colonisatrice. Nous avons de très solides liens avec l'État espagnol, mais le chef du gouvernement Pedro Sánchez a tout cassé, a ajouté le chef de l'État algérien. Pour rappel, Pedro Sánchez a qualifié le plan marocain de base la plus sérieuse et réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Dénonçant cette attitude, Alger a rappelé le 19 mars son ambassadeur en Espagne et a réclamé des clarifications avant tout éventuel retour de son représentant à Madrid. Le conflit dans cette vaste zone désertique bordée d'eau poissonneuse et aux riches sous-sols miniers, considéré comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenu par Alger. Rabat, qui contrôle près de 80% du Sahara occidental, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé. L'ONU considère que l'Espagne est la puissance administrante tant qu'il n'y a pas de solution au Sahara occidental, a poursuivi Abdelmajid Tebboune. L'Algérie réclame l'application du droit international. L'Espagne ne doit pas renoncer à sa responsabilité historique et doit réviser sa position, a-t-il ajouté. Alors pour le président algérien, le chef du gouvernement espagnol a tout cassé entre leurs deux pays. Est-ce à dire, Nouhoum Sissoko, que la rupture est totale entre Alger et Madrid? Le président Tebboune a mis un bémol en soulignant que l'Algérie ne renoncerait jamais à ses engagements d'assurer la fourniture de gaz à l'Espagne, quelles que soient les circonstances. L'Espagne est très dépendante de l'Algérie pour ses approvisionnements en gaz. Ibrahima Traoré, début avril, le groupe pétro-gazier public algérien Sonatrach avait évoqué une hausse des prix du gaz livré à l'Espagne en raison de la flambée enregistrée sur les marchés sous l'effet de la guerre Russie-Ukraine. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakar, avait alors indiqué qu'il n'était pas exclu de procéder à un recalcul des prix avec le client espagnol. Et on reparle de la République démocratique du Congo dans l'actualité avec au premier jour des consultations de Nairobi, la présidence congolaise qui annonce avoir expulsé de la salle la principale branche du M23 après que les affrontements entre M23 et FARDC ont repris ce samedi dans le Rutshuru. Mohamed Sagare, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors Kinshasa et le mouvement rebelle s'accusent mutuellement d'en être responsables. Oui, Ibrahim, comme vous l'avez dit, ces combats entre le M23 et les forces armées de la RDC ont éclaté quelques heures après l'ouverture de des consultations des groupes armés par des délégués du président Félix Tshisekedi avec la médiation du président kenyan Uhuru Kenyatta, comme l'avait préconisé jeudi dernier un sommet des 4 chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est. Autour de la table, il y avait la délégation congolaise menée
par l'envoyé spécial du président Tshisekedi. La facilitation kenyenne et des délégations du M23. Une réunion purement protocolaire expliquait un participant. Mais lorsqu'est parvenue la nouvelle des combats dans le Rutshuru, l'atmosphère a brutalement changé. La présidence congolaise dit avoir alors exigé et obtenu de la facilitation que les deux représentants du M23 soient expulsés de la salle. Une source à la présidence assurait que cette expulsion ne signifiait pas une exclusion du processus à condition d'un cessez-le-feu et d'un retour du M23 à ses positions initiales. Le M23 accuse l'armée congolaise d'avoir l'intention manifeste de compromettre le processus de paix issu du récent conclave des 4 chefs d'État à Nairobi. Le secrétaire général des Nations Unies exhorte tous les groupes armés locaux en République démocratique du Congo à participer sans condition au processus politique et tous les groupes armés étrangers à désarmer et à retourner sans condition et immédiatement dans leurs pays d'origine respectifs. Sur le terrain, les populations civiles qui regagnaient déjà leurs habitations suite à l'accalmie constatée ces derniers jours sont obligées de déserter de nouveau la zone. Certains parmi elles ont même traversé encore une fois la frontière ougandaise. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. La guerre en Ukraine avec l'ONU qui appelle ce dimanche à une trêve immédiate à Mariupol. C'est pour permettre l'évacuation de quelques 100 000 civils encore coincés dans ce port ukrainien presque entièrement contrôlé par l'armée russe. C'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale. Les sports dans quelques instants. Oui, le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté. Rebonjour, bien installé. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, du foot avec le Djoliba C qui s'est imposé ce samedi par 2-0 devant l'AS Police et reprend les commandes de la Ligue 1. Oui, les Rouges de Bamako, deuxième au classement avant la 20e journée, ont logiquement pris le dessus sur les policiers 2-0 samedi au stade Modibo Keïta. Ce résultat permet au Djolbacé de reprendre la tête du classement avec 34 points devant l'USC Kita, 32 points, qui a battu 2-1 le CS Dugolovla. L'AS Bakaridian compte également 32 points. Le club olympique de Bamako s'est imposé 1-0 face à El Seba, l'US Bougouba et l'USFA ont fait match nul 0-0. La 20e journée se poursuit ce dimanche avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta. La 20e journée, effectivement, stade malien de Bamako, AS Black Star de Badalabougou et AS Real de Bamako, ASCO. Le dernier match oppose ce lundi Afrique Football Elite et l'AS Douane de Sikasso. Ligue 1 toujours chez les dames cette fois-ci avec la deuxième journée qui sera bouclée ce dimanche. Oui, à Kati, l'AS Sarmaya reçoit Badéan de Bobti à Sikasso. L'AS Momo accueille le FC Sabali de Kita et le duel des Tigresses oppose celle de Bougouni contre Kaï à Bougouni. L'USFAS et l'AS Police sont exemptés de la deuxième journée. 3 matchs étaient également au programme ce samedi à Ségou. Santoro UFC a largement battu le CF Tamba 11-0. L'AS Mandé s'est imposé 2-1 devant l'AS Police et les Super Lions de Hamdallah en déplacement ont battu 4-1 les Amazones de la commune 5. L'actualité sportive sur le continent, le tableau des demi-finales des compétitions interclubs de la CAF sera au complet aujourd'hui. Oui, tous les matchs retour des quarts de finale, retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération se jouent ce dimanche. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo reçoit Pyramids FC d'Égypte. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0 au match aller. Simba de la Tanzanie défiera en déplacement Orlando Pirates. Les Sud-Africains ont perdu à l'aller 1-0. Les deux clubs libyens n'ont pas pu se départager également au match aller, score 0-0. Ce soir, c'est Al Ahly Tripoli qui accueille Al-Ittihad. Et le dernier quart retour opposera la Renaissance sportive Berkane du Maroc et Al-Masri d'Égypte. Les Égyptiens s'étaient imposés à l'aller 2-1. En Ligue des Champions, le tableau des demi-finales est au complet déjà. Les clubs qualifiés pour le dernier carré sont Al Ahly d'Égypte, double tenant du titre, l'Entente sportive de Sétif d'Algérie, le Wydad de Casablanca du Maroc et Petro Atlético d'Angola. Idriss Diallo est le nouveau patron du football ivoirien. Oui, il a été élu président de la Fédération ivoirienne de football avec 63 voix contre 61 pour Souri Diabati. Idriss Diallo
succède à Augustin Sidi Diallo, décédé du Covid-19 en novembre 2020, un mois avant que la FIFA ne nomme un comité de normalisation à la tête de l'instance suite aux problèmes dans le processus électoral. Avec seulement 21 voix sur les 127 exprimés, Didier Drogba, le troisième candidat, n'aura pas fait le poids face à ses deux rivaux au premier tour. L'ancien capitaine des éléphants pourra retenter sa chance dans 4 ans. Balle au panier à présent avec la première journée du championnat national de basketball de première division qui a été bouclée ce samedi avec 4 matchs. Oui, en série, monsieur Atar Club de Kidal a frappé fort d'entrée. Les hommes de Moussa Sissé ont battu Tata de Sikasso 109-66. L'AS Mandé s'est imposé devant le stade Malin de Bamako 60-54. En série dames, Atar Club s'est débarrassé de l'USM de Koutiala 69-48 et l'USFAS s'est incliné devant le stade Malin de Bamako 59-76. Vendredi, l'AS Police et l'AS Real chez les messieurs et Djoluba AC et l'AS Police chez les dames ont tous remporté leur match. Playoff NBA pour boucler. Nous sommes aux États-Unis. Utah et Minnesota reviennent à 2-2 contre respectivement Dallas et Memphis. Boston mène 3-0 dans sa série contre Brooklyn. Oui, favori pour le titre, Brooklyn est aujourd'hui au bord de l'élimination dès le premier tour des playoffs. Les Knicks sont menés 3-0 par Boston après leur défaite à domicile 103-109 dans le match 3. Utah a battu Dallas 100-99 et revient à 2-2 dans la série. Depuis le début de la série, aucune des deux équipes n'a gagné 2 matchs de suite. La série va désormais repartir dans le Texas avec un match 5 qui promet énormément ce lundi soir. Idem dans la série entre Memphis et Minnesota. Après avoir quitté le Tennessee sur le score de 1-1, les deux équipes quittent le Minnesota sur le score de 2-2. Les Timberwolves ont égalisé face aux Grizzlies en l'emportant 119-118 devant leur public la nuit dernière. Il y aura donc au minimum 2 matchs de plus dans cette série, mardi et vendredi prochain. Merci beaucoup, Famoro Djorté. Focus santé. Pendant le mois de Ramadan, les habitudes alimentaires changent, ce qui entraîne souvent des complications de la maladie ulcéreuse. Ces complications peuvent aller de simples douleurs à des perforations gastriques importantes. Les personnes ulcéreuses sont donc dispensées de jeûne sur ordonnance, seulement sur ordonnance de leur médecin. Mais attention, toutes les douleurs abdominales ressenties pendant le mois de Ramadan ne sont pas forcément attribuables à l'ulcère, nous dit Baraki Sawatara. La fréquence des complications de la maladie ulcéreuse est statistiquement plus élevée au cours du mois de Ramadan. Les causes de ces dysfonctionnements digestifs durant cette période sont relatives aux nouvelles habitudes alimentaires du jeûneur. Loin de vouloir dire que le jeûne est un facteur déclencheur de cette maladie, il est important de comprendre qu'il peut être à l'origine des complications de cette pathologie. Professeur Moussa Diarra, chef du service gastro-entérologie du CHU Gabriel Touré. L'augmentation des complications de l'ulcère pendant le mois de Ramadan, ça peut se comprendre chez les patients qui au préalable étaient connus comme ulcéreux ou qui ne savaient pas qu'ils étaient ulcéreux, mais pour des raisons X ou Y et se sont entêtés de jeûner et puis les complications surviennent. Normalement, quand vous êtes connu ulcéreux, il faut consulter le médecin. Votre médecin va faire des investigations pour voir si réellement votre maladie est compatible avec le mode. Et si tel n'est pas le cas, je crois qu'il ne faut pas gêner. Mais si vous vous entêtez à gêner, il peut y avoir des complications. Ces complications peuvent aller de simples douleurs à des perforations gastriques importantes, voire des hémorragies. Au niveau de l'estomac, il y a une sécrétion qui est faite. Cette sécrétion est acide. Si vous passez toute une journée sans manger, alors l'estomac va être vide et cette sécrétion qui est acide va agir sur la plaie qui est là. Et cette plaie, ça va s'aggraver. Si le patient continue à gêner, ça va aller en profondeur et puis paf, ça dépasse carrément cette musculeuse-là et puis ça va provoquer une perforation. Ou si vous avez un peu de chance, vous allez vomir du sang parce qu'il y aura le saignement où vous allez émettre du sang par les selles. Ça peut être du sang rouge ou bien du sang noirâtre. Si un ulcéreux doit jeûner, il est important pour lui de suivre minutieusement ses traitements préventifs. Et le professeur Moussa Diarra,
chef de service gastro-entérologie du CHU Gabriel Touré, de préciser qu'il n'y a pas de régime alimentaire approprié pour un ulcéreux. Il n'y a pas formellement de régime alimentaire qu'on doit imposer à un ulcéreux. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le régime est laissé au patient lui-même. C'est-à-dire que s'il y a des repas qu'il supporte, il les consomme. S'il y a des repas qu'il ne supporte pas, il les élimine de son alimentation. Même si la cause de l'ulcère est connue, il faut reconnaître que les mauvaises habitudes alimentaires, le stress, les excitants y contribuent grandement. Focus santé. Une signature de Barakissa Ouattara et nous revenons sur ce communiqué de l'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont simultanément repoussé 3 attaques complexes terroristes respectivement au camp Amadou Balobo Bari de Sévaré, au camp de Bafou et au camp de Nyuno. C'était très tôt ce matin, 24 avril 2022, aux environs de 5 heures. Les groupes armés terroristes, dans des actions désespérées, ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs en vue d'attaquer ces emprises. La situation est sous contrôle. Les FAMA sont en train de ratisser dans les secteurs cibles et les dispositifs sécuritaires renforcés dans toutes les entreprises. Les bilans provisoires de ces attaques font état de camp de Sévaré, côté FAMA, 6 morts majoritairement dus à l'effondrement du poste de police, 15 blessés. Côté ennemi, 11 morts, dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones récupérés, 4 Motorola et beaucoup de matériel militaire récupéré. Camp de Bafo, côté FAMA, 1 blessé et hélicoptère légèrement endommagé. Camp de Nyono, côté FAMA, 4 blessés et 2 véhicules endommagés. Ces actions désespérées des groupes armés n'entameront en rien la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leurs opérations de sécurisation des personnes et des biens ainsi que le retour de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Nous y reviendrons amplement en détail dans nos prochaines publications précises. Ce communiqué de l'état-major général des armées. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Absé Traoré. La réalisation est assurée par Lassina Keita. Retrouvez dans quelques instants Barakissa Ouattara dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Bourama Traoré qui assure la coordination éditoriale de ce 13h dimanche. Et grand merci également à Tamsir Diabaté et à toute son équipe pour la mise en ligne de ce 13h dimanche. Passez d'excellents moments de radio à notre compagnie. Au revoir.